Les glandes surrénales sont deux glandes endocrines qui vont occuper les pôles supérieurs des deux reins. Ce sont deux glandes fixes depuis le stade embryonnaire. Ce sont les deux points fixes qui n'auront pas de migration au sein du rétropéritoine de l'embryon. Les glandes surrénales sont deux glandes paires non symétriques qui sont deux glandes endocrines indispensables à la vie. Ce sont des glandes qui ont la particularité d'être constituées de deux parties indépendantes. Le cortex de la glande s'appelle la cortico-surrénale et au centre de la glande, il y a une seconde entité qu'on appelle la médullo-surrénale. Ces deux parties ont une origine embryologique très différente. Le centre de la glande, ou médullo-surrénale, synthétise des catécholamines. Le cortex de la glande synthétise des stéroïdes. Voici une vue de face du rétropéritoine centrée sur la position des deux glandes surrénales, gauche et droite. L'arrière-plan du schéma est représenté par les corps vertébraux thoraco-abdominaux et devant le rachis, on représente ici l'aorte abdominale. Et uniquement l'aorte abdominale, c'est-à-dire que le reste du vaisseau, l'étage thoracique, n'est pas représenté. L'aorte est sur le côté gauche du rachis. Elle apparaît entre les deux piliers du diaphragme, gauche et droit. Le pilier gauche est plus court, mais aussi moins charnu que le pilier droit. La glande surrénale gauche prend place en dedans du pôle supérieur du rein gauche. Elle a une forme un peu allongée, elle se projette devant la partie médiale des 11e et 12e côtes, sur le bord latéral des vertèbres T11 et T12. Du côté droit, la glande surrénale a une forme un peu plus triangulaire sur cette vue antérieure, elle est même pyramidale, elle est posée sur le bord supérieur du rein. Elle est véritablement surrénale. Sur une vue de face, une grande partie de la glande surrénale droite, environ les 2/3, sont masquées par la veine cave inférieure. En bas du schéma, la veine cave est presque verticale, parallèle à la trajectoire de l'aorte. Plus la veine remonte en direction de son orifice diaphragmatique, plus elle oblique vers le haut et la droite. En réalité, c'est le pilier droit qui vient s'interposer entre les deux vaisseaux et qui écarte l'espace entre les deux vaisseaux. Voici une coupe transversale extrêmement simple de la région rétropéritonéale qui contient les deux glandes surrénales. On ne retient sur cette coupe que le corps vertébral lombaire qui est au centre, ou thoraco-lombaire qui est au centre, et de part et d'autre, le contour des deux reins marqués en vert. Ce schéma est là pour montrer que les glandes surrénales ont toutes deux faces. Une face ventrolatérale et une face dorso-médiale. En A, les faces ventrolatérales. En B, les faces dorso-médiales. Sur ce plan de coupe, les reins n'ont pas le même volume, le même contour. Tout simplement parce que le rein droit est coupé plus haut, plus près de son pôle supérieur que le rein gauche, dans la mesure où le rein droit est systématiquement plus bas dans le rétropéritoine que le rein gauche. Les faces B sont donc tournées vers le corps vertébral. Les faces A seront tournées plutôt vers l'intérieur de la cavité péritonéale. Notez dès ce premier schéma que, en coupe transversale, les glandes surrénales gauche et droite n'ont pas exactement le même aspect. Nous reviendrons sur cette asymétrie lors des diapositives suivantes. Voici maintenant la mise en place embryologique des glandes surrénales, pour insister sur la double origine du contenu de ces glandes. Voici une coupe transversale de la partie dorsale de l'embryon, qui ne traite que de la partie droite de l'embryon. À côté du tube neural, on représente l'ébauche des crêtes neurales qui dérivent de l'ectoderme.
À partir des crêtes neurales, des groupes ou îlots cellulaires vont migrer ventralement pour entourer l'aorte et ses branches et formeront des plexus nerveux. D'autres îlots vont partir à la rencontre du mésoderme intermédiaire, à l'endroit où s'implantera la glande surrénale. Il y a en fait une rencontre entre du tissu ectodermique et du tissu mésodermique. Le tissu mésodermique va progressivement encercler le tissu d'origine ectodermique. Cet encerclement formera la glande surrénale définitive avec un tour qui est le cortex et un centre qui est la médullo-surrénale. La cortico-surrénale sera donc d'origine mésodermique, la médullo-surrénale d'origine ectodermique. Donc deux tissus très différents dans leur origine, mais très différents aussi dans leur comportement. Voici une vue de face des deux glandes surrénales, gauche et droite. On ne retient pas les éléments médians du rétropéritoine, on ne fait donc apparaître, pour ce qui est de la glande gauche, que le rein et la glande surrénale, et à droite, le pôle supérieur du rein droit, la glande surrénale et un petit segment de veine cave inférieure. Le rectangle qui est en dessous va insister sur la forme des glandes surrénales gauche et droite en coupe transversale. C'est un élément extrêmement important qui servira dans l'interprétation des coupes d'imagerie, soit TDM, soit IRM. Voici donc le pôle supérieur du rein droit, la veine cave inférieure, et voyez que en plein milieu de la pyramide formée par la glande surrénale droite, sort de la glande une veine dite veine principale surrénalienne droite. Cette veine va s'aboucher à la face postérieure de la veine cave inférieure, au milieu de la glande, dans une zone de la glande qui est entièrement masquée par la veine cave. On rappelle ici également que la glande surrénale droite est vraiment au pôle supérieur du rein droit. Elle ne sera jamais visible en même temps que le rein sur une coupe horizontale, ce qui sera bien différent à gauche où la coupe horizontale qui passe par le pôle supérieur du rein gauche permet de voir la glande surrénale, parce que la glande surrénale gauche est en dedans du pôle supérieur et non pas au-dessus. C'est donc cette notion sur laquelle on voulait insister sur ce schéma. Voyez maintenant que sur une vue de face, la veine principale gauche, la veine principale de drainage de la glande surrénale gauche, naît au pôle inférieur de cette glande. Elle se dirige vers le bas. Nous reviendrons sur cette circulation veineuse un peu plus loin dans l'exposé. Ces glandes mesurent toutes deux à peu près 4 cm de hauteur. La glande à droite a une largeur de 4 cm, celle de gauche de 2 cm seulement. L'épaisseur de chacune des deux glandes est d'environ 1 cm, ce qui fait que toutes deux ont à peu près le même poids, c'est-à-dire 8 à 10 grammes par glande. Ces glandes sont extrêmement friables. Elles ont une couleur qui tranche par rapport à la graisse qui les entoure dans le rétropéritoine. Elles ont une couleur jaune plus orangée que la graisse qui les entoure. On compare leur couleur à celle d'une peau de chamois. En coupe transversale, ces deux glandes sont là encore très différentes. La glande droite est très aplatie. La glande gauche, en coupe transversale, forme un Y. Voici une coupe de l'épaisseur d'une glande endocrine, peu importe le côté. Cette coupe présente en périphérie de la glande une capsule. Capsule très fragile, beaucoup plus fragile que la capsule du rein par exemple. Une capsule qui rend la glande friable. Il suffit d'attraper une glande surrénale avec une pince à disséquer lors de la dissection du rétropéritoine pour fracturer cette capsule, fracturer la glande.
Les glandes surrénales sont donc très difficiles à manipuler. Sous la capsule, on retrouve la cortico-surrénale, donc l'enveloppe périphérique de la glande, qui représente 80% du volume de la glande, et au centre seulement, la médulo-surrénale, soit 20% de la glande. La glande cortico-surrénale est décomposée en 3 couches. La couche la plus périphérique est dite glomérulaire parce que les cellules semblent être rangées en petits glomérules. C'est la couche qui synthétise les minéralocorticoïdes et au premier plan l'aldostérone. Ce sont donc les hormones qui vont participer à la régulation du potassium dans les tissus et participer à la régulation de la tension artérielle. La deuxième couche, qui est la plus épaisse, là où les cellules sont rangées en faisceaux, c'est donc la couche fasciculée, sera responsable de la synthèse des glucocorticoïdes et essentiellement donc du cortisol. Par cette hormone, la cortico-surrénale va donc participer à la régulation des graisses, des sucres et à la répartition hydrosodée dans l'organisme. La troisième couche, celle qui est la plus près du centre de la glande, c'est la couche réticulée parce que les cellules y sont rangées en réseau, en filets avec des mailles, et cette couche est responsable de la sécrétion des androgènes, c'est-à-dire des hormones mâles. Et donc au centre seulement, on retrouve la médulo-surrénale. Dans cette couche centrale, les cellules n'ont pas d'organisation précise. Elles ont par contre la particularité d'être toutes à proximité de très nombreux lacs sanguins veineux, parce que les cellules sont prêtes à déverser très rapidement les catécholamines dans la circulation veineuse. Le relargage des catécholamines est toujours quelque chose d'urgent pour répondre à un stimulus, et il faut donc que cette médulo-surrénale soit très proche de la circulation de drainage, la circulation veineuse. Tous ces lacs veineux convergent vers un seul et même vaisseau, c'est la veine principale. Il y a une veine dite principale, c'est-à-dire que toute la sécrétion de la médulo-surrénale, mais aussi toute la sécrétion de la cortico-surrénale, devra quitter la glande par la veine principale. Il y aura bien sûr tout autour une petite circulation qui n'est pas accessoire, mais qui sera là pour nourrir la glande, mais pas pour assurer le drainage de ces sécrétions. Enfin, dernière notion à avoir, lors du décès, les lacs sanguins veineux se rompent au sein de la médulo-surrénale, et lorsqu'on observe une glande surrénale sur un corps, il y a, après le décès, une liquéfaction de la médulo-surrénale. On a l'impression qu'il n'y a plus que la cortico-surrénale, avec au centre une zone creuse liquidienne. C'est pour cette raison que pendant très longtemps, ces glandes surrénales ont été appelées des capsules surrénaliennes par les anatomistes. C'est un terme qu'il faut maintenant bannir. Cette circulation supplémentaire, elle est formée par des petites artères courtes, destinées à la cortico-surrénale, ou perforantes, destinées à nourrir l'ensemble de l'épaisseur de la glande. Et il y a en regard des veines courtes ou perforantes qui rejoignent la surface. Il n'y a pas un point d'entrée précis pour cette circulation artérielle et veineuse. Tout le pourtour de la glande peut recevoir des petites artères et des petites veines. Mais encore une fois, seule la veine principale est faite pour drainer la synthèse hormonale et la synthèse des catécholamines. On rajoute à ce schéma des nerfs qui vont perforer la capsule pour se répartir dans toute l'épaisseur de la glande surrénale. Cette notion est importante parce que nous verrons un peu plus loin que les glandes surrénales sont au centre d'un très riche réseau nerveux, autonome, végétatif, pour qu'en permanence, la glande surrénale soit informée et pour pouvoir participer de façon précise à la régulation tensionnelle et humorale de l'individu. Ce schéma est là pour présenter la circulation veineuse surrénalienne, mais surtout les veines principales des glandes surrénales. En anatomie, nous avons l'habitude de traiter avant tout les artères. Or, pour les glandes surrénales, l'élément vasculaire le plus important,
c'est la circulation veineuse, puisque ces veines principales, encore une fois, se comportent comme des canaux excréteurs pour ces glandes. Nous montrons donc sur cette vue de face l'axe de la veine cave inférieure qui reçoit les deux veines rénales, les deux reins et les deux glandes surrénales. Les veines diaphragmatiques inférieures sont les derniers affluents de la veine cave inférieure avant qu'elle ne traverse le diaphragme, juste au-dessus de l'abouchement des veines hépatiques. Nous commençons par la surrénale gauche et sa veine principale. Cette veine principale, nous l'avons vu, naît plutôt vers le pôle inférieur de la glande. Cette veine sera longue, elle sera descendante, presque verticale, pour se terminer dans la veine rénale gauche, exactement en regard de la veine gonadique gauche. La veine gonadique sera chez la femme la veine ovarienne, chez l'homme la veine spermatique. Vous voyez déjà sur ce schéma que la veine gonadique à droite aura un drainage non symétrique. La veine gonadique à droite se termine directement dans la face antérieure de la veine cave, en dessous du confluent des veines rénales. La glande surrénale droite aura une veine de drainage très courte, une veine principale très courte. Elle va s'aboucher donc à la face dorsale de la veine cave et elle aura un petit trajet vertical ascendant. Ces deux veines principales, gauche et droite, sont extrêmement larges par rapport à la taille des glandes. Ces veines peuvent mesurer jusqu'à 7 ou 8 mm de diamètre. Les glandes surrénales sont malgré tout au centre d'une circulation d'anastomose veineuse, anastomose avec le cercle exorénal que nous avons vu dans l'étude du rein, anastomose avec la circulation veineuse des parois lombaires et des parois du diaphragme. Encore une fois, cette riche circulation veineuse va compliquer la dissection de ces glandes en les enveloppant d'un tissu graisseux qui saigne facilement, mais cette circulation n'est pas destinée à recueillir les sécrétions hormonales ou la sécrétion des catécholamines. Voici une vue de face de la circulation artérielle principale de la région des deux reins et des glandes surrénales. Sur cette circulation artérielle, c'est-à-dire sur l'aorte et ses branches, nous allons faire apparaître le réseau électrique nerveux destiné à être en connexion avec les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont au centre de plusieurs plexus nerveux. Le premier, c'est le plexus surréno-diaphragmatique. Voyez tout en haut du schéma un petit tronçon de veine cave inférieure juste au niveau du confluent avec les veines hépatiques. Sur le bord droit de la veine, il y a le nerf phrénique qui apparaît comme un trait noir. Le nerf phrénique envoie un rameau abdominal qui va traverser le diaphragme avec la veine cave inférieure, dans le même orifice. Ce rameau abdominal va se ramifier au pôle supérieur des glandes surrénales. Du côté droit, ce rameau abdominal est constant. À gauche, il est accessoire et inconstant. Et surtout, il n'y a pas d'orifice destiné à laisser passer ce rameau à travers le diaphragme. Il va donc être obligé de perforer de façon aléatoire la coupole diaphragmatique au-dessus de la glande surrénale. Autre connexion nerveuse pour la surrénale, le plexus surréno-cœliaque, c'est-à-dire un ensemble de filets nerveux qui va se distribuer entre la glande surrénale de chaque côté et le ganglion cœliaque. Le ganglion cœliaque, à gauche comme à droite, est un ganglion de forme semi-lunaire sur les côtés du tronc cœliaque. Ces ganglions cœliaques ou semi-lunaires ont deux cornes. La corne médiale reçoit la terminaison du nerf vague droit, le 10e nerf crânien, qui est représenté contre l'œsophage sur le schéma,
et la corne latérale des deux ganglions cœliaques reçoit la terminaison du nerf grand splanchnique qui traverse le diaphragme, mais nous en avons déjà parlé dans l'étude du diaphragme et aussi dans l'étude des parois du thorax. Enfin, le troisième plexus qui est en connexion avec la glande surrénale, à gauche comme à droite, c'est le plexus surréno-rénal, c'est-à-dire des filets nerveux qui attachent le pôle inférieur de la glande surrénale avec le plexus rénal. Le plexus rénal est une sorte d'anneau de filets nerveux autour de l'origine des artères rénales gauche et droite. Ce plexus rénal reçoit des afférences qui proviennent du plexus mésentérique supérieur et reçoit la terminaison du nerf petit splanchnique, que nous avons là encore étudié avec le diaphragme et les points de traversée du diaphragme. Voyez donc que la glande surrénale de chaque côté est en permanence tenue informée par les systèmes nerveux végétatifs sympathiques et parasympathiques. Et puis enfin, nous allons présenter les artères des glandes surrénales. Ce sont des éléments beaucoup moins importants. Nous verrons surtout que ces glandes surrénales ne manquent pas d'apport artériel. Elles ont un riche travail à fournir, elles auront une riche circulation artérielle et surtout une circulation qui ne risque pas d'être compromise, car il y a en général 3 points d'entrée de sang artériel dans les glandes surrénales. Le premier groupe d'artères à mettre en place, c'est celui des artères diaphragmatiques inférieures. Il y existe une artère de ce type de chaque côté. Ce sont les premières branches de l'aorte abdominale, juste après la traversée du diaphragme. Arrivées contre le diaphragme, au-dessus des glandes surrénales, elles donnent de très nombreuses petites branches qui descendent comme des branches de peigne, comme des dents de peigne, jusqu'aux glandes surrénales. On les appelle les artères surrénaliennes supérieures. Là où les glandes surrénales sont le plus près de l'aorte, il y a des deux côtés, en général, mais ce n'est pas constant, une artère surrénalienne moyenne, qui est donc une petite artère presque horizontale qui naît du flanc de l'aorte. Cette artère est beaucoup plus fréquente à gauche, là où la glande est très proche de l'aorte. Elle est encore plus rare à droite, là où la glande est très éloignée de l'aorte. Et puis enfin, de façon constante, il existe une artère surrénalienne inférieure de chaque côté. C'est toujours une branche de l'artère rénale. Ce sont des artères qui sont verticales, ascendantes, depuis l'artère rénale jusqu'à la glande surrénale. Et puis nous profitons de ce schéma pour compléter les autres branches de l'aorte, et ici, l'artère gonadique. Les artères gonadiques sont à gauche comme à droite, toutes deux des branches de l'aorte au niveau de sa face ventrale. Elles naissent au niveau de L2. Alors que nous avons vu qu'il y avait une nette différence entre les veines gonadiques, gauche et droite. Voici une coupe transversale, à la fois dessinée et aussi sur une coupe de scanner, de la partie inférieure du 12e corps vertébral thoracique. Sur cette coupe, nous allons montrer les rapports de la glande surrénale gauche. Tout d'abord, sur la coupe scanographique, nous retrouvons la forme typique de la glande surrénale gauche en coupe transversale, cette forme d'étoile à 3 branches, qui est dessinée à droite. Ensuite, nous retrouvons les structures qui sont au contact de la glande surrénale et de sa loge. Il y a médialement le diaphragme, ou plus exactement le pilier gauche du diaphragme. En arrière et latéralement le rein gauche, puis la partie caudale du pancréas, et en avant, l'estomac séparé de la loge surrénalienne
par la bourse mentale. Nous sommes ici au niveau où le tronc cœliaque naît de la face antérieure de l'aorte abdominale. Voici sur une coupe scanographique et sur une coupe dessinée l'aspect du rétropéritoine droit autour de la glande surrénale droite si la coupe passe par la partie supérieure de la vertèbre T12. À gauche de la diapositive, sur la coupe scanographique, nous retrouvons la forme caractéristique de la glande surrénale droite qui est aplatie comme si elle était écrasée entre le lobe droit du foie et le pilier droit du diaphragme. Sur la coupe dessinée, nous retrouvons les structures qui vont servir de rapport à la glande surrénale et à sa loge surrénalienne. Immédiatement en avant, nous retrouvons la veine cave inférieure ou veine cave caudale, médialement le pilier droit du diaphragme, latéralement le lobe droit du foie, et en arrière le pôle supérieur du rein droit. Notez que la coupe dessinée est un petit peu plus caudale que le plan de coupe du scanner, puisque sur le scanner, la coupe ne montre pas le pôle supérieur du rein droit. Plus à distance, nous retrouvons l'aorte abdominale, d'où naît le tronc cœliaque, et encore plus à distance, nous retrouvons les structures du pédicule hépatique qui sera étudié séparément de ce cours. Là encore, il faut bien remarquer que la loge surrénalienne est indépendante de la loge rénale. Ceci est valable à gauche comme à droite. Il y a une véritable cloison inter-surréno-rénale qui sépare le rein et la glande surrénale.